Pendant que les pays au monde pleurent souvent 2 morts, et même un seul, que les chefs d'État se déplacent pour parfois aller réconforter les familles, pour prendre des mesures. Pendant que dans le monde entier, au niveau des stades de football, on voit souvent des footballeurs observer 1 minute de silence pour des victimes, parfois des drames lointains. On a vu cependant l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables, aller jouer en Russie, alors qu'il y avait des morts au pays. S'amuser, rigoler, sans même mettre le moindre brassard noir. Sans même songer à 1 minute de silence pour tous ces morts. Un pays en guerre où les footballeurs n'ont jamais une seule fois été du côté des victimes, n'ont jamais une seule fois respecté la mémoire. Pas seulement des Ambazoniens, mais il y a des policiers qui meurent là-bas. Il y a des gendarmes qui meurent là-bas. Il y a des militaires qui meurent là-bas. Il y a des hommes d'église qui meurent là-bas. Il y a des enfants qui meurent là-bas. Comment on peut comprendre qu'un tel pays, avec des joueurs ayant une côte, et qui ont passé le temps à se mettre à genoux pour un Américain, George Floyd. Un Américain qui ne connaissait pas. Ils se mettaient à genoux. Ils se mettent à genoux. Ils se sont mis à genoux des mois et des mois pour respecter la mémoire de George Floyd. Mais, dans leur pays, on meurt. Et le jour du match, il y a une catastrophe. Même pas un geste. Et on applaudit. Parce que nous sommes un pays où nous jouons comme dans le cirque. On nous prend comme des gens qui ne réfléchissent pas. Des gens qui ne savent que s'amuser. Dans notre pays, on est dans un système où, lorsque on vous lance, on lance la flèche au voisin, on tue le voisin, on applaudit comme dans une parade. Ce match de football, qu'a-t-il donc rapporté au Cameroun? Que le regard du monde entier. Puisque, effectivement, depuis le 24 février 2022, suite à la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie, elle a été mise au banc de ce qu'on appelle communément la communauté internationale. L'Euro 2024 a été interdite à l'équipe nationale russe, tout comme également l'Euro féminine et toutes les compétitions, y compris la Ligue des champions. Les équipes russes ont été écartées. Mais, pour une grande première, c'est le Cameroun qui est le premier pays africain, voire du monde, à aller jouer contre la Russie en Russie. Peut-on dire qu'on est très fort? Peut-on dire que c'est un acte héroïque? Ça pourrait être un acte héroïque si après ce match, on va dire que Poutine a donné à chaque Camerounais, ou bien la Russie a versé à chaque Camerounais peut-être $1000
ou bien 200 000 roubles, ou si peut-être on est revenu avec une grande industrie, ou si peut-être on est revenu avec un très grand projet, ou si peut-être on est revenu avec quelque chose qui va permettre aux populations, ne serait-ce que de mieux vivre. Par exemple, puisqu'il y a des accidents au Cameroun, on se serait attendu à ce qu'on nous dise que grâce au partenariat que le Cameroun entretient avec la Russie, soit dit en passant, depuis 1962, on aura de nouvelles routes à double sens, on aura enfin le nucléaire, comme par exemple, le Burkina Faso vient de signer pour la construction d'une structure nucléaire afin de pallier au déficit d'énergie. On aurait peut-être compris. Mais là, on ne comprend pas à quoi Paul Biya joue. Nous disons bien Paul Biya, parce qu'il ne faut pas regarder Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est le président de la Fédération camerounaise de football. Mais ce n'est pas lui qui a négocié ce match. Bien au contraire, il a été jeté en pâture. Il a été sacrifié par Paul Biya pour ses intérêts égoïstes. La preuve, c'est que les joueurs de la sélection nationale, même pour voyager, n'avaient pas de billets. Il a fallu attendre à la dernière seconde pour voir, par exemple, certains joueurs camerounais qui finalement avaient voyagé avec leurs propres moyens. Alors que généralement, lorsque la Fédération camerounaise de football organise, les billets d'avion sont envoyés avant. Or là, c'est la Russie qui organisait. C'est la Russie qui avait prévu héberger les joueurs camerounais. C'est la Russie qui avait pris également en charge ce qu'on peut appeler la nutrition et toute la logistique. Et du coup, la désorganisation étant là, parce qu'il fallait que ce soit Eto'o qui décide, beaucoup de joueurs ont eu leur bien plutôt à Paris. Il fallait donc quitter de quelque part pour revenir trouver la Fédération camerounaise à Paris, afin d'avoir un billet d'avion pour aller maintenant en Turquie. Et c'est de la Turquie qu'il fallait voyager pour aller justement à Moscou. Résultat des courses, certains joueurs camerounais sont arrivés mardi, d'autres mercredi, étant très épuisés, pour un match qui devait se jouer jeudi. Le Cameroun, ou plutôt Rigobert Song, le sélectionneur, n'a donc même pas eu le temps de faire des entraînements. C'est lui, une petite séance qui n'a duré que 1 heure de temps. Et ce sont les Camerounais qui sont aussi les premiers à dire non, Rigobert Song, ce n'est pas possible. Il n'a pas mis la tactique en jeu et tout. Quel entraîneur, quel sélectionneur peut faire une mise en place rien qu'avec une séance d'entraînement en un jour et en 1 heure? Impossible. Puisque les journées FIFA sont arrêtées bien avant. Or, ce match-là a été décidé par Eto'o. C'est-à-dire, le dossier a été traité par Ngongo sur la supervision de Paul Biya et bien sûr le jeune Mbela. Et pourquoi? Parce que la Russie voulait bien frapper un grand coup. La Russie a demandé à tous les autres pays des matchs amicaux, mais ne les a pas obtenus. Il faut savoir que les seuls pays qui ont accepté de jouer avec la Russie étaient les pays asiatiques ou des pays qui lui sont alliés. La Russie avait encore des possibilités de demander des matchs avec certains de ses alliés qui sont bel et bien fidèles, tels que la Chine, tels que la Corée du Nord, tels que bon, ils ont joué avec l'Iran, ils ont joué avec l'Irak, ou encore même certains pays comme la Biélorussie ou même aller en Amérique latine, le Venezuela, ils pouvaient bien jouer. En Afrique, la Russie a des partenaires qui sont fidèles aujourd'hui, tels que le Niger, d'abord le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et ils pouvaient donc rapidement jouer avec la Russie. Mais Paul Biya a préféré prendre le devant, prendre
prendre le bonbon qu'on lui tendait parce qu'effectivement, il a un deal. Ou bien sûr, il s'est dit, puisque la France n'a pas accepté son projet de laisser Franck Biya après lui, eh bien, peut-être en allant du côté de la Russie, il pourrait avoir des yeux doux de Poutine. C'est ainsi d'ailleurs qu'en marge du sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg, il y a eu le 28 juillet 2023 un forum qu'on appelait, voilà, un forum qui s'est tenu en marge de ce sommet. Paul Biya lui-même a conduit une délégation et aussi Poutine l'a rencontré. Pendant cette délégation, pendant leur causerie, ils ont parlé de l'énergie, de la métallurgie, de la santé, de la coopération dans ces domaines-là. Mais surtout, aussi, de la sécurité. De la sécurité. Ça fait donc que, pour qu'ils puissent avoir cette sécurité, parce qu'il y a les coups d'État qui sont en train d'arriver, et qu'ils voient surtout que ce qui est arrivé au Niger est arrivé à tel ou tel endroit, peut lui arriver, il lui faut donc aujourd'hui bénéficier de la protection ou de la bénédiction, de l'onction de Vladimir Poutine. Ce n'est donc pas un match de football qui s'est joué, mais plutôt un match politique. Parce que Poutine sait pertinemment que, bien évidemment, avec une équipe comme le Cameroun, il gagne en visibilité. Bien sûr, pendant leur rencontre le 23 juillet 2023, le 28 juillet 2023, Paul Biya n'avait pas manqué de souligner à Vladimir Poutine qu'il avait soutenu à l'ONU, alors qu'il avait joué à la neutralité, et Poutine l'en a remercié. Il a aussi eu à évoquer le fait qu'il a soutenu la Russie pour qu'elle soit présente pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024, ce qui est vrai. Étant donc dans ces conditions-là, Poutine, bien évidemment, est prêt à accepter un certain nombre de choses que le Cameroun peut lui proposer, d'autant plus que le Cameroun a une place stratégique actuellement en ce qui concerne, pas actuellement, mais toujours, le golfe de Guinée. Alors, lorsqu'on essaie de regarder les grands mouvements qui se passent actuellement, Paul Biya, c'est donc dit, si jamais je ne suis pas avec Poutine, je serai renversé et Franck ne sera jamais président. Samuel Eto'o n'a donc pas touché à ce dossier. Même comme le 1er mars déjà 2022, lorsque la guerre avait éclaté, Daily Star, un journal anglais, avait déjà montré la photo de Samuel Eto'o avec Vladimir Poutine en train de rigoler. Bien évidemment, cette photo avait été prise le 1er décembre 2017 en marge de ce qu'on peut appeler le tirage au sort de la Coupe du Monde 2018 qui devait se jouer en Russie. C'est là où Samuel Eto'o avait pris cette photo, et d'ailleurs une autre photo où il est avec Poutine et Pelé, et une autre photo d'ailleurs où ils font le toast. Cette photo avait été exploitée comme si Samuel Eto'o, à cet instant-là, était le grand ami de Poutine. Or, en réalité, certes, Samuel Eto'o connaissait Poutine déjà parce qu'il avait quand même joué en Russie. Vous vous souvenez, Andy Makashkala, c'était entre 2011 et 2013. Mais ce n'était pas pour faire la propagande de la Russie ou prendre position pour la guerre en Ukraine, qu'il s'alignait derrière Poutine. Mais Samuel Eto'o, en fait, avait joué un match en faveur de l'Ukraine. Pour donc salir ou alors mettre Samuel Eto'o dans une position pas du tout confortable, Paul Biya l'envoie devant, comme si c'était lui qui a voulu ce match-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de faire un match en faveur de l'Ukraine se retrouve maintenant en train de jouer en Russie. Enfin, en tant que président de la fédération. Parce que normalement, les matchs se négocient entre les fédérations. Mais ce n'est pas Samuel Eto'o qui a négocié cela.
L'affaire est donc géopolitique. Et pourquoi? Parce que il faut savoir aussi que le même Paul Biya croyait que la France va le soutenir puisqu'il a renégocié les accords militaires. Je rigole souvent quand les gens disent que oh, Paul Biya, c'est un génie, il a réussi à dire qu'il va sortir du franc CFA, il n'a pas voulu faire les accords militaires, il a fait ceci, non, et tout, et tout, et tout, et tout. Non, 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 non. Les accords militaires avec la France ont été re-signés en septembre 2021. Et derrière ces accords militaires, la France et Paul Biya avaient convenu que même l'école supérieure internationale de guerre, qui est à Yaoundé, eh bien maintenant va recevoir un appui et des instructeurs français. Ce qui se passe actuellement. La marine camerounaise doit aussi être renforcée par la France. Ce qui est en train de se faire. Mais derrière, Paul Biya a peur d'une chose. C'est que ce qui vient de se passer au Niger. Vous avez suivi? L'armée française est en train de partir de là et de venir maintenant au Tchad. C'est le Tchad qui a accepté les escorter. Escorter un corridor. Or, cette armée ne va pas seulement s'installer au Tchad. On dit qu'elle doit transiter par le Cameroun et par le port de Douala. La France ne veut pas perdre le golfe de Guinée. Paul Biya, en même temps, tend le bras à Poutine et tend le bras à la France. Je dis bien que ce matériel, puisque l'armée française a commencé à partir par 3 vols, le 10 octobre 2023. Or, dans le communiqué, les autorités tchadiennes disent qu'ils accordent le corridor, mais par la suite, jusqu'à la frontière du Cameroun, qui va donc assurer la logistique et tout le reste de l'armée française. C'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Il est donc en train de faire le chantage à la France et en même temps, il est en train d'aller sourire avec Poutine que oui, oui, parce que vraiment, il y a des choses et tout qui sont intéressantes là. Mais c'est un jeu dangereux. Parce que c'est vrai qu'en allant jouer, comme Paul Biya l'a fait au niveau de la Russie, le Kenya par exemple va suivre, d'autres pays africains pourraient peut-être suivre et tout. Oui, il est un pionnier. Mais le problème c'est quoi? C'est que au Tchad actuellement, ce n'est pas la grande quiétude, ce n'est pas la grande stabilité. Or, le Cameroun et le Tchad ont une frontière longue de 1100 km. Et le Cameroun et le Tchad également entretiennent, par exemple, des forces de sécurité conjointes pour ce qu'on peut appeler, comment ils appellent ça, la sécurité transfrontalière. Surtout, il y a ce qu'on appelle la commission du lac Tchad. Paul Biya a peur d'une chose, c'est qu'entre-temps, la France a nommé également un ambassadeur qui est un général, Thierry Marchand. Ça veut dire quoi? Paul Biya a vu le danger venir. Qu'est-ce qu'un général peut être là? Et voilà l'armée en renfort qui quitte du Niger, qui vient au Tchad. Et au Tchad, la base militaire française se trouve à N'Djamena. C'est-à-dire qu'un petit pas, boum, ils sont déjà au Cameroun. Nous, on a applaudi sur le match de football. On commente le match de football. Mais ce n'est pas le football que Paul Biya, lui, est en train de jouer. Lui, il utilise le ballon pour son maintien. Ah oui, lui, il joue la coupe du monde de sa vie, de sa survie.
Il joue la Coupe du Monde pour la succession de Franck Billard, pour le gré à gré. Il est prêt à tout. Vendre même le pays, pourvu que lui, il soit là. Il ne s'est pas occupé, comme j'ai dit, que ce soit du brassard ou que ce soit de nouveaux accords. Mais dites-moi, quels sont vraiment les projets qu'il a eu à porter depuis qu'il est rentré du sommet de la Russie? Quels sont les projets? Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce que le Cameroun a gagné? Parce que lui, au moins, il a gagné. Mais quant à nous, on n'a rien gagné. On est là uniquement pour préparer une seule chose. Nous entretuer. Pour 2025. Et ça a déjà commencé. On va attiser encore plus des communautés. On va dresser les ethnies les unes contre les autres. On va jeter de l'huile au feu. Et tout ça, ça permet, selon la règle de Machiavel, diviser pour mieux régner. Et c'est ça qui est donc en train de se jouer en ce moment, où non seulement Paul Biya a déjà divisé les Camerounais, les pro-français, les pro-russes. Lui-même, il est divisé, il est entre la Russie, entre la France. Il a déjà divisé le Cameroun un peu partout. Les anglophones contre les francophones, les Bamileke contre les petits, les Sawa contre les ceci, les nordistes contre les ceci. Voilà là où nous en sommes. Voilà tout ce que Biya a créé. Un match de football doit justement montrer la solidarité. Dans une équipe des Lions indomptables, vous n'allez pas voir de guerre entre Betty et Bamileke, ou bien entre des anglophones et francophones. Dans une équipe de football des Lions indomptables, vous n'allez pas voir un défenseur dire à un attaquant: qu'est-ce que tu viens chercher ici dans les 18 mètres? Ici, c'est ma part de terrain. Vous n'allez pas voir un latéral dire à un avant-centre que: pourquoi tu es venu m'aider? Pourquoi tu viens ici? Ça doit être seulement moi qui dois jouer ici, là. Paul Biya ne joue pas comme l'équipe des Lions indomptables, comme une équipe de football. Paul Biya joue en opposant la même équipe, les joueurs les uns contre les autres. En montrant aux Camerounais chaque fois que c'est celui qui veut le changement qui est mauvais. Que le joueur qui est le plus percutant est celui dont il faut casser les pieds. Et l'homme qu'il faut casser les pieds aujourd'hui pour laisser Franck Biya faufiler, pour laisser les gens de son village applaudir qu'on a gagné. Et il faut faucher qui? Et il faut faucher l'attaquant Maurice Kamto, buteur international, et surtout l'homme qui transforme souvent des pénaltys.